Pour mon 31e anniversaire, ma belle-mère m'a offert le plus cruel des cadeaux. Devant tout le monde, dans le petit bistrot où je travaillais si dur, elle m'a tendu une magnifique enveloppe rose. À l'intérieur, il n'y avait pas de carte, mais les papiers du divorce. C'est de la part de toute la famille, a-t-elle dit avec un sourire glacial. Mon mari, Bastien, a tout filmé avec son téléphone, attendant de capturer ma détresse pour leur plaisir. Mais ils n'avaient pas la moindre idée de ce que j'avais préparé. Cette nuit-là, leur plan diabolique est devenu mon plus grand triomphe. Avant de vous raconter en détail comment j'ai transformé cette humiliation publique en la plus grande victoire de ma vie, j'aimerais savoir d'où vous m'écoutez. Dites-moi dans les commentaires de quelle ville ou de quel pays vous regardez cette vidéo, et quelle heure il est chez vous. C'est incroyable de penser que nous sommes tous connectés à travers ces histoires. Maintenant, installez-vous confortablement, car notre histoire commence bien avant ce fameux anniversaire. Quand je ferme les yeux, je peux encore sentir la douceur de nos débuts, Bastien et moi. C'était un automne à Bordeaux, les feuilles dorées des platanes tapissaient les quais de la Garonne. Nous nous étions rencontrés par l'intermédiaire d'amis communs. Il était comptable, avec un avenir tout tracé, et moi, je jonglais entre mes études et mon travail de serveuse aux Chênes Dorés. Je me souviens de notre premier vrai rendez-vous, une longue balade dans le jardin public. Il m'avait écouté pendant des heures parler de mes rêves, de ma passion pour les gens, de mon envie d'ouvrir un jour un petit salon de thé. Il n'avait pas jugé, il n'avait pas rabaissé mes ambitions. Au contraire, ses yeux brillaient d'une admiration que je croyais sincère. « J'aime ton énergie, Adèle », m'avait-il dit. « Tu as une lumière en toi. » J'ai bu ces paroles comme une terre assoiffée boit la pluie. J'avais tellement besoin de cette lumière. La mienne s'était presque éteinte le jour de mes 18 ans, sur une route de campagne détrempée où la voiture de mes parents avait percuté un arbre. D'un seul coup, j'étais devenue orpheline. La vie m'avait forcée à grandir trop vite, à troquer l'insouciance contre les responsabilités. J'avais appris à être forte, indépendante, mais au fond de moi, un vide immense s'était creusé. Le vide d'une famille. Bastien, avec sa gentillesse et son apparente solidité, semblait être la réponse à toutes mes prières. Il était mon port d'attache, ma promesse d'un foyer. C'est sans doute pour cela que j'ai refusé de voir les fissures quand elles ont commencé à apparaître, fines et insidieuses, sur les murs de notre bonheur. Les fissures portaient un nom, Geneviève, ma belle-mère. La première fois que Bastien m'a présenté à elle, dans son grand appartement bourgeois du Triangle d'Or, j'ai senti son regard me scanner de la tête aux pieds, évaluant ma robe, mes chaussures, mon accent. Elle incarnait une sorte de noblesse discrète et écrasante. Son sourire n'atteignait jamais ses yeux, froid et calculateur. Dès le début, notre mariage était, pour elle, une mésalliance. Sa désapprobation n'était jamais directe. C'était un art subtil, un poison distillé goutte à goutte. Lors d'un dîner de famille, alors que je racontais avec enthousiasme une anecdote amusante avec un client du bistrot, elle m'a interrompu d'une voix douce. « C'est fascinant, ma chérie, comme tu t'épanouis dans cet environnement. » Le mot « cet environnement » était chargé d'un tel mépris qu'il a jeté un froid sur toute la tablée. Bastien a rougi, changeant rapidement de sujet. Plus tard, dans la voiture, il m'a dit « Tu sais comment est maman. Elle est un peu traditionnelle. Ne le prends pas personnellement. » Mais comment ne pas le prendre personnellement? Pour mon anniversaire suivant, elle m'a offert une broche ancienne, magnifique mais austère. Elle appartenait à mon arrière-grand-mère, a-t-elle précisé. Elle ne la portait que lors des réceptions importantes. J'ai pensé que cela t'inspirerait peut-être à viser plus haut. Le message était clair, ma vie actuelle n'était pas assez haute. Le pire était l'érosion lente de mon mari. L'homme qui admirait ma lumière semblait maintenant vouloir la tamiser. Il a commencé à me reprendre en public. « Adèle, ne parle pas si fort, Adèle », cette blague était un peu déplacée. Il agissait comme s'il avait honte de moi, comme si j'étais un projet à polir, à rendre acceptable aux yeux de sa mère. Un soir, il a même ajouté « Maman s'inquiète pour nous, pour notre avenir financier. Elle pense que tu devrais chercher quelque chose de plus stable. » La fissure la plus alarmante est apparue un dimanche après-midi. Geneviève était là, comme souvent. Elle parlait de ses amis, de leurs enfants brillamment mariés. Puis,
Elle a posé sa tasse en porcelaine et a soupiré théâtralement. Les femmes de ma génération, nous savions ce qu'était le sacrifice. Nous mettions de côté nos propres ambitions pour la réussite de nos maris, pour l'honneur de la famille. C'était une fin en soi. Je l'ai regardée, et pour la première fois, je n'ai pas vu une femme d'une autre époque. J'ai vu une femme qui se servait de son propre passé, peut-être malheureux, comme d'une arme pour justifier sa cruauté présente. Elle ne regrettait pas ses sacrifices, elle exigeait que j'en fasse aussi. Elle voulait que je m'efface, que je disparaisse derrière son fils, comme elle l'avait probablement fait pour son mari. C'était une déclaration de guerre. Et le plus effrayant, c'est que mon propre mari, assis à côté de moi, hochait la tête en signe d'approbation. Comment n'ai-je pas compris que leur définition de la famille n'était pas une union, mais une absorption? Après cette déclaration de guerre silencieuse, l'atmosphère à la maison est devenue irrespirable. La présence de Geneviève, même lorsqu'elle n'était pas là physiquement, pesait sur chaque conversation. Bastien était devenu son porte-parole, son soldat. Il avait adopté ses expressions, ses intonations, ses jugements. Les soirées, autrefois remplies de rires et de confidences, se transformaient en interrogatoires déguisés. Alors, tu as réfléchi à ce que maman a dit, tu ne penses pas qu'il serait temps de chercher une formation, le cousin de Coralie peut te pistonner pour un poste de secrétaire, ce serait un début. Chaque suggestion était une insulte, une négation de qui j'étais. Mon travail aux chaînes dorées, que j'aimais, qui me permettait d'être indépendante et connectée aux autres, était devenu une source de honte, une tare à effacer de notre tableau familial. La pression était constante, étouffante. J'ai commencé à perdre le sommeil, à avoir des maux d'estomac avant chaque dîner de famille. Je marchais sur des œufs, choisissant chaque mot, analysant chaque regard, essayant désespérément d'éviter le prochain reproche. La vérité, dans toute sa monstruosité, m'a été révélée par une porte entr'ouverte. C'était un mardi soir. J'étais rentrée plus tôt, épuisée par un double service. La maison était silencieuse. J'ai entendu la voix de Bastien venant de son bureau. Il était au téléphone. J'ai reconnu immédiatement l'autre voix, celle de sa mère, même si elle était déformée par le haut-parleur. Par instinct, je me suis arrêtée dans le couloir, le cœur soudainement lourd. « Il faut que tu agisses, et vite », disait Geneviève, son ton sec et autoritaire. J'ai eu maître Renaud au téléphone aujourd'hui. Il prépare les documents. Mais il a été très clair, pour que la procédure soit rapide et à notre avantage, il faut qu'elle soit prise au dépourvu. Et surtout, il faut sécuriser l'aspect financier avant toute chose. Mon sang s'est glacé. Maître Renaud? C'était le nom de l'avocat le plus redoutable de Bordeaux en matière de divorce. De quoi parlait-il? Je sais, maman, je sais, a répondu Bastien, sa voix fatiguée. Mais comment lui faire signer une procuration sans qu'elle se doute de quelque chose? Elle n'est pas stupide. Mais elle t'aime, a rétorqué Geneviève avec un mépris à peine voilé. Et elle est désespérée. Utilise ça. Dis-lui que c'est pour renégocier le prêt de l'appartement. Invente une histoire de taux d'intérêt, de frais bancaires. Noie-la sous le jargon technique. L'entreprise que ton père t'a laissée est au bord du gouffre, Bastien, nous le savons tous les deux. Nous avons besoin de l'argent de cet appartement. C'est une question de survie. Pour la famille. Le silence de Bastien a été plus éloquent que n'importe quelle parole. Il ne protestait pas. Il ne défendait pas sa femme. Il écoutait les instructions pour la trahir. La survie de la famille signifiait ma destruction. Puis, il a dit le mot. Le mot qui a brisé le dernier fil d'espoir auquel je me raccrochais. D'accord. Je m'en occupe cette semaine. Un poignard invisible venait de me transpercer le cœur. La douleur était si vive, si concrète, que j'ai dû m'appuyer contre le mur pour ne pas tomber. Je ne respirais plus. J'étais une spectatrice invisible de mon propre démantèlement. Ils allaient me prendre mon mari, ma maison, mon argent, ma vie. Tout. Je me suis éloignée en silence, comme une voleuse dans ma propre maison. Je me suis réfugiée dans la salle de bain, j'ai ouvert le robinet pour masquer le son de mes sanglots. En me regardant dans le miroir, je n'ai pas vu mon reflet. J'ai vu le visage d'une idiote, une orpheline naïve qui avait cru pouvoir acheter une famille avec son amour et sa dévotion.
Mais alors que les larmes coulaient, quelque chose d'autre a commencé à monter en moi. Une vague de froid. Une rage pure, glaciale. La tristesse s'est évaporée, laissant place à une clarté redoutable. La jeune femme de 18 ans qui avait dû enterrer ses parents et se construire seule à partir de rien s'est réveillée. Elle avait survécu à la pire des tragédies. Elle allait survivre à ça. Mieux encore. Elle allait contre-attaquer. Ce soir-là, en m'allongeant dans le lit conjugal, à côté de l'homme qui planifiait ma ruine, j'ai fermé les yeux et j'ai commencé à bâtir ma forteresse. Mon plan de bataille. La première étape était de trouver des alliés. Des vrais. Le « Chêne doré » est devenu mon quartier général secret, mon seul refuge. Au milieu du bruit des couverts et des conversations animées, je pouvais respirer. C'est là que j'ai trouvé mon premier et plus précieux soutien, Sophia. Elle n'était pas seulement ma collègue, elle était mon amie, une sœur de cœur. Elle avait cette capacité incroyable à lire en moi comme dans un livre ouvert. Un après-midi, alors que nous préparions les tables pour le service du soir, elle a posé sa main sur mon bras et a dit « Adèle, arrête. Arrête de faire semblant. Je vois bien que tu es en train de mourir à petit feu. Parle-moi. » Et j'ai parlé. Je ne lui ai pas tout révélé, pas encore. Le plan de la procuration était trop sombre, trop personnel. Mais je lui ai confié la pression insupportable, le mépris de Geneviève, la lâcheté de Bastien, mon sentiment d'être prise au piège. Ses yeux se sont remplis d'une colère juste. Mais c'est de la manipulation psychologique, s'est-elle exclamée. Ils te détruisent. Tu ne peux pas rester. Il faut que tu partes. Partir pour aller où, Sophia, ai-je répondu, ma voix se brisant. Je n'ai personne. Et financièrement, je ne peux pas. C'est là qu'elle m'a souri, un sourire de conspiratrice. C'est là que tu te trompes. Tu n'es pas seule. Et pour l'aspect financier, on va trouver une solution. Ma cousine Nathalie, tu te souviens? Celle qui travaille au Grand Céleste à Lyon. J'ai déjeuné avec elle la semaine dernière. Elle m'a dit qu'ils cherchaient désespérément des gens pour leur département événementiel. Des gens qui savent gérer le stress, qui ont le sens du contact, qui n'ont pas peur de travailler dur. Des gens comme toi, Adèle. L'idée semblait folle, lointaine, inaccessible. Lyon. Un palace 5 étoiles. C'était un autre monde. N'y pense même pas, a-t-elle insisté en voyant mon doute. Ce soir, au lieu de rentrer te morfondre, tu viens chez moi. On va refaire ton CV, on va écrire une lettre de motivation qui va les scotcher. Fais-moi confiance. Cette nuit-là, pour la première fois depuis des semaines, j'ai ressenti une étincelle d'espoir. Dans le petit appartement de Sophia, avec une pizza et 2 verres de vin, nous avons travaillé jusqu'à tard dans la nuit. Elle m'a aidé à transformer mes tâches de serveuse en compétences professionnelles, gestion de crise en temps réel, optimisation de l'expérience client, coordination logistique d'équipe. C'était incroyable. Le lendemain, elle a tout envoyé à sa cousine, avec un message personnel enflammé. Pendant que j'attendais une réponse, j'ai perfectionné mon rôle d'épouse abattue. J'ai joué la carte de la dépression, me plaignant de maux de tête, de fatigue. Cela a eu l'effet escompté. Bastien, me voyant si vulnérable, a baissé sa garde. Il est devenu encore plus attentionné, me couvrant de fausses gentillesses, persuadé que son plan se déroulait sans accroc. Chaque « je t'aime » qu'il me disait était un coup de poignard, mais je l'encaissais en silence, gardant mon objectif en tête. La réponse de Lyon est arrivée par email une semaine plus tard. J'étais en pause au bistrot quand j'ai vu la notification. Mon cœur a fait un bond. Je me suis enfermée dans les vestiaires pour l'ouvrir. Mes mains tremblaient. Après un examen attentif de votre candidature, nous avons le regret de vous informer que votre profil n'a pas été retenu. J'ai cru que j'allais m'évanouir. Le téléphone m'a glissé des mains. C'était fini. Ma seule porte de sortie venait de se refermer violemment. J'ai montré l'email à Sophia. Elle est devenue blême. Je ne comprends pas, a-t-elle murmuré. Nathalie était si enthousiaste. C'est impossible. J'ai passé le reste de la journée comme un automate. Le désespoir était un manteau de plomb sur mes épaules. La pensée terrifiante est revenue, plus forte cette fois.
Geneviève. Elle avait des contacts, un réseau. Était-il possible qu'elle ait eu vent de ma candidature, peut-être par une indiscrétion, et qu'elle ait utilisé son influence pour me bloquer? C'était une hypothèse paranoïaque, mais après ce que j'avais entendu, plus rien ne me semblait impossible. Si vous aviez été à ma place, face à ce mur, qu'auriez-vous fait? Auriez-vous abandonné, convaincu que vos ennemis étaient trop puissants? Ou y aurait-il eu une autre voie que je ne voyais pas encore? Laissez-moi votre avis dans les commentaires, j'ai besoin de savoir comment d'autres auraient réagi. Moi, ce soir-là, j'étais prête à capituler. J'étais brisée. Et Bastien, en rentrant à la maison, a vu cette femme brisée. Il a vu sa proie, enfin à sa merci. Le moment était venu pour lui de porter l'estocade finale. Il m'a trouvée assise dans le noir du salon, le regard vide. Il n'a pas allumé la lumière. Il s'est approché, s'est agenouillé devant moi et a pris mes mains dans les siennes. Sa performance était digne d'un Oscar. Ma chérie, je déteste te voir comme ça, a-t-il murmuré, sa voix pleine d'une fausse compassion. Cet échec, ce n'est rien. L'important, c'est nous. C'est notre avenir. Et justement, j'ai peut-être une solution pour nous redonner le sourire. Il s'est levé et est revenu avec la fameuse chemise cartonnée. Il a allumé une petite lampe, créant une atmosphère intime et rassurante. C'était un piège, et chaque détail était soigné. J'ai passé les derniers jours à travailler sur nos finances, a-t-il expliqué. J'ai trouvé un moyen de renégocier notre prêt immobilier. C'est un peu complexe, mais en gros, on pourrait réduire nos mensualités de près de 300 €. Imagine ce qu'on pourrait faire avec cet argent. Un voyage, des projets. Il a ouvert le dossier. La pile de papier semblait encore plus épaisse que dans mon souvenir. Il a commencé à m'expliquer des clauses obscures, utilisant des termes comme taux variable capé, assurance déléguée, frais de dossier. Mon cerveau, déjà anesthésié par le chagrin, n'enregistrait rien. C'était exactement son but, me submerger, me faire sentir incompétente et dépendante de son expertise. Je sais que c'est barbant, a-t-il dit avec un sourire indulgent. J'ai tout vérifié avec le banquier. C'est une offre en or, mais elle expire demain. Il faut juste que tu signes ici, ici, et là. Ce sont les formulaires standards. Il a poussé le dossier vers moi, le stylo déjà débouché. J'ai regardé la première page. Des lignes et des lignes de texte en petits caractères. J'ai senti une nausée monter. La petite voix de la survivante en moi hurlait. Ne signe pas. Lis tout. Ne lui fais pas confiance. Mais une autre voix, celle de la femme épuisée, brisée, lui répondait. Et alors? À quoi bon? Tout est déjà perdu. Lyon m'a rejeté. Je n'ai plus d'issue. Qu'est-ce que ça peut changer? J'ai regardé Bastien. Il avait ce regard que je connaissais si bien, celui de nos débuts, un regard qui disait « Fais-moi confiance ». C'était un mensonge, je le savais, mais une partie de moi voulait y croire une dernière fois. Peut-être que je m'étais trompée. Peut-être que la conversation entendue n'était qu'un mauvais rêve. C'était la dernière tentation du désespoir. J'ai pris le stylo. Ma main a survolé le papier. C'est pour notre avenir, Adèle, a-t-il murmuré, comme un hypnotiseur. J'ai signé. Une fois. 2 fois. J'ai tourné les pages, apposant mon nom là où les post-it jaunes me l'indiquaient. Au milieu de l'alias, il y avait 7 pages au titre anodin, Procuration générale. Le texte autorisait le mandataire, Bastien Dubois, à agir au nom de la mandante, Adèle Dubois, pour toutes les opérations bancaires, financières et immobilières, y compris la vente de biens et la gestion de tout compte bancaire. J'ai signé juste en dessous, sans même lire le titre. La dernière signature apposée, Bastien a retiré le dossier avec une rapidité suspecte. Il a poussé un soupir. Un soupir de soulagement profond, presque orgasmique. Il s'est penché pour m'embrasser. C'était un baiser froid, le baiser de Judas. Plus tard dans la nuit, incapable de trouver le sommeil, je me suis levée. Une force irrésistible m'a attirée vers son bureau. L'ordinateur portable était en veille. Je l'ai ouvert. Il n'avait pas fermé son navigateur. L'historique était là, sous mes yeux.
Vente appartement sans accord conjoint procuration. Meilleur avocat divorce Bordeaux. Ouvrir compte bancaire non joint en ligne. Le doute n'était plus permis. La trahison était là, écrite en toutes lettres numériques. J'étais tombée dans le piège la tête la première. J'avais moi-même signé ma condamnation, j'avais moi-même aiguisé le couteau qu'il allait me planter dans le dos. Je me suis effondrée sur sa chaise, le souffle court, fixant l'écran comme si c'était la face de la méduse. J'étais seule, ruinée et piégée. Comment peut-on se relever quand on a soi-même creusé sa propre tombe? Je crois que je suis restée assise dans ce bureau pendant 1 heure, peut-être plus, complètement paralysée. Le silence de la nuit était seulement brisé par le bourdonnement de l'ordinateur et les battements affolés de mon propre cœur. Chaque recherche de Bastien sur l'écran était une nouvelle vague de douleur. Il n'avait pas seulement planifié de me quitter, il avait méticuleusement organisé ma destruction. Il avait cherché les failles, les moyens de m'exclure, de m'effacer de notre vie commune comme on efface un mauvais brouillon. La froideur de sa démarche était presque plus douloureuse que la trahison elle-même. J'ai pensé à mes parents. Que auraient-ils fait? Mon père, avec son calme et sa force tranquille, m'aurait dit de respirer et de réfléchir. Ma mère, passionnée et combative, m'aurait dit de me battre. Mais je n'avais plus la force. Le désespoir était un poison qui se répandait dans mes veines, paralysant toute volonté. C'est à cet instant, au fond du gouffre, que mon téléphone, que j'avais laissé sur le bureau, a vibré. Le nom qui s'affichait était « numéro masqué ». Mon premier réflexe fut de l'ignorer. Probablement une erreur, un appel commercial tardif. Mais il a continué à vibrer, avec une insistance étrange. Poussé par une impulsion que je ne m'explique toujours pas, j'ai décroché. J'ai mis le téléphone à mon oreille sans dire un mot. « Allô, Adèle Dubois ?» La voix de la femme était assurée, dynamique, avec une chaleur qui contrastait violemment avec le froid qui m'envahissait. J'ai reconnu l'indicatif de Lyon sur l'écran. Mon cœur a eu un soubresaut. « Oui », ai-je articulé d'une voix rauque. « Ici Madame Lambert, directrice générale de l'hôtel Le Grand Céleste. Je vous présente mes excuses pour l'heure tardive, mais je tenais absolument à vous joindre ce soir. » Le Grand Céleste. J'ai cru à une mauvaise blague, une nouvelle forme de torture. Je ne comprends pas. J'ai reçu un email de refus, ai-je dit, ma voix tremblante. J'ai entendu un soupir à l'autre bout du fil. Ah, ce fameux email. Un incident bureaucratique des plus regrettables, je vous assure. Une nouvelle assistante qui a, disons, été un peu trop zélée dans le classement. L'erreur a été découverte cet après-midi, et je dois dire que j'en suis presque soulagée. Soulagée, ai-je répété, incrédule. Oui. Car cela m'a obligée à regarder votre dossier moi-même, ce que je ne fais habituellement plus à ce stade du recrutement. Et je suis tombée sur votre lettre de motivation. Elle a fait une pause. Madame Dubois, ou plutôt Adèle si vous me le permettez, votre lettre est un petit bijou. Vous ne parlez pas de synergie ou de paradigme. Vous parlez de gens. Vous parlez de l'importance d'un sourire, de la fierté d'un travail bien fait, de la joie de transformer une simple soirée en un souvenir inoubliable pour un client. Vous avez tout compris. Je ne pouvais pas parler. Les larmes que je croyais avoir épuisées se sont remises à couler, mais cette fois, elles n'étaient pas amères. Cet email de refus est la meilleure chose qui pouvait nous arriver, Adèle. Car il a failli nous faire passer à côté d'un talent rare. C'est pourquoi je vous appelle. Oubliez la procédure standard. Je souhaite vous rencontrer. Demain, si c'est possible. Venez à Lyon, passez la journée, soyez mon invité à l'hôtel. Nous discuterons. Sans pression. Demain? C'était impossible. J'étais piégée ici. Mais la voix de ma mère a résonné dans ma tête, batte-toi. Demain, c'est un peu court, ai-je réussi à dire. Mais après-demain, ce serait parfait. C'était le jour de mon anniversaire. Le jour de mon exécution. Quelle ironie. Excellent, a répondu Madame Lambert, son enthousiasme communicatif. Mon assistante vous contactera à la première heure demain matin pour organiser votre voyage en TGV et votre réservation. Tout est à notre charge, bien entendu. Je suis vraiment impatiente de faire votre connaissance, Adèle.
Quand j'ai raccroché, le bureau n'était plus une chambre de torture. C'était un quartier général. La pile de documents de Bastien sur la table n'était plus ma condamnation. C'était une déclaration de guerre. Et je venais de recevoir un renfort inespéré. L'espoir n'était pas seulement revenu, il était armé et prêt au combat. Mon cerveau s'est mis en marche, élaborant un plan fou, presque suicidaire. Il fallait que je sois à Lyon dans 36 heures, que je passe l'entretien de ma vie, et que je revienne à Bordeaux à temps pour la fête d'anniversaire, sans que personne ne s'en aperçoive. Le défi était immense. Mais la femme qui venait de renaître de ses cendres était prête à le relever. Le lendemain matin, j'ai mis mon plan à exécution. La première étape était de créer un alibi en béton. J'ai attendu que Bastien soit sous la douche pour passer un appel. Mon interlocutrice, Sophia. En quelques mots, je lui ai expliqué l'incroyable retournement de situation. Sa réaction a été un cri de joie étouffé. Je le savais. Je savais qu'il y avait une erreur. Adèle, c'est génial. Dis-moi tout, je suis ton soldat. Le plan était simple mais risqué. J'allais prétexter une urgence familiale. Ma tante à Angoulême, ai-je expliqué à Bastien au petit déjeuner, le visage crispé par une fausse angoisse. Sa voisine vient de m'appeler, elle a fait une mauvaise chute, elle est seule et paniquée. Il faut que j'y aille. Je prends la voiture, je ne sais pas à quelle heure je rentrerai ce soir. Angoulême était plausible, et surtout, dans la direction opposée de la gare TGV. Pour renforcer l'histoire, Sophia, avec ses talents d'actrice, a appelé sur notre ligne fixe 1 heure plus tard, se faisant passer pour la fameuse voisine, la voix tremblante d'inquiétude. Bastien n'a rien suspecté. Il était trop absorbé par la perspective de son triomphe imminent. Il m'a même dit, avec une sollicitude écœurante, « Vas-y ma chérie, ne t'inquiète pas pour moi. La famille avant tout. » L'ironie de cette phrase m'a presque fait rire. Je suis parti en voiture, j'ai garé le véhicule dans une rue discrète près de la gare, et j'ai sauté dans le premier TGV pour Lyon. Pendant les 2 heures de trajet, j'ai ressenti un mélange d'euphorie et de terreur. Chaque kilomètre qui m'éloignait de Bordeaux était un pas de plus vers la liberté, mais aussi un risque de plus d'être découverte. Pour me calmer, je n'ai pas relu mes notes. J'ai regardé le paysage défiler, et j'ai pensé à ma vie future. Une vie où je ne serais plus jugée, où je pourrais être moi-même. Une vie où ma valeur ne dépendrait plus de l'approbation d'une femme amère et d'un homme faible. Le grand Céleste était encore plus impressionnant en vrai. Mais en entrant dans le bureau de Madame Lambert, avec sa vue panoramique sur la ville, je ne me suis pas sentie intimidée. J'étais à ma place. L'entretien n'en était pas vraiment un. C'était une conversation. Elle voulait connaître la personne, pas seulement la professionnelle. Je lui ai parlé avec une honnêteté désarmante de mon amour pour le service, de la petite joie que je ressentais quand un client repartait avec le sourire. À la fin, elle n'a pas dit « nous vous recontacterons ». Elle a ouvert un tiroir de son bureau, en a sorti un contrat et l'a posé devant moi. Je fonctionne à l'instinct, Adèle. Et mon instinct me dit que vous êtes un diamant brut. Le poste de coordinatrice événementielle est à vous. Voici le contrat. Lisez-le tranquillement, mais sachez que ma décision est prise. Puis elle a ajouté cette phrase qui est devenue mon mantra, la plus grande erreur que vous puissiez faire dans la vie, c'est d'avoir peur de faire des erreurs. En lisant les clauses, le salaire, les avantages, j'ai senti les larmes monter. C'était plus que ce que j'aurais jamais osé espérer. J'ai signé. D'un geste ferme. C'était la 2e signature la plus importante de ma vie. La première m'avait enchaînée. Celle-ci me libérait. J'ai repris le dernier train pour Bordeaux, le contrat dans mon sac, comme un talisman. Je suis rentré tard, épuisé mais électrisé. Bastien m'a demandé des nouvelles de ma tante. J'ai inventé une histoire de cheville cassée et de médecin rassurant. Il m'a écouté d'une oreille distraite, avant de me dire avec un sourire mystérieux, « Repose-toi bien. Demain, c'est une grande journée. J'ai une surprise pour toi pour ton anniversaire. » J'ai souri en retour. Oh, tu sais, je ne m'attends à rien de spécial. Il ne savait pas à quel point il avait tort. La journée du lendemain allait être spéciale, en effet. Mais la surprise, la vraie, c'était moi qui allais la lui servir.
Le jour de mon 31e anniversaire a commencé dans un calme sinistre. Bastien était d'une humeur radieuse, sifflotant en préparant le café, me parlant de la soirée inoubliable qu'il avait organisée. Chaque mot était un mensonge, et je lui répondais avec un sourire tout aussi faux. Nous étions deux acteurs dans une pièce absurde dont j'étais la seule à connaître la chute. Le soir, quand Geneviève et Coralie sont arrivées, leur excitation était presque palpable. Elles étaient habillées comme pour une soirée de gala, leurs regards brillants d'une anticipation cruelle. Geneviève portait une robe en soie noire qui lui donnait l'air d'une veuve joyeuse. Coralie, sa fidèle acolyte, ne me quittait pas des yeux, son téléphone déjà à la main, prête à capturer ma chute. Le choix du « chêne doré » était un coup de maître de leur part. Ils allaient m'humilier sur mon lieu de travail, devant mes collègues, devant les clients qui étaient devenus une sorte de famille de substitution pour moi. Ils voulaient non seulement me détruire, mais aussi souiller mon unique refuge. En entrant, le contraste était saisissant. La chaleur sincère de l'accueil de Monsieur Dubois, Adèle. Ma reine de la soirée. Joyeux anniversaire, les sourires complices de Sophia et des autres serveurs, contrastaient avec le froid polaire qui émanait de ma famille. Nous nous sommes installés à la table qu'ils avaient réservée, la plus en vue, au centre de la salle. Le dîner fut surréaliste. Ils ont porté des toasts à ma santé, à mon avenir, leurs paroles dégoulinant d'une hypocrisie si épaisse qu'elle en était presque comique. Je mangeais peu, buvais de l'eau, gardant l'esprit clair. Je sentais les regards des autres tables sur nous. Ils voyaient une famille célébrant un anniversaire. Je voyais un peloton d'exécution attendant le signal. Le signal est venu avec le gâteau. Une magnifique forêt noire, apportée en grande pompe par Monsieur Dubois. Toute la salle a chanté. J'ai fermé les yeux, non pas pour faire un vœu, mais pour rassembler mes forces. J'ai soufflé les 31 bougies d'un seul coup. Des applaudissements ont retenti. C'est alors que Geneviève s'est levée, tapotant sur son verre pour réclamer le silence. Le spectacle final allait commencer. Ma chère Adèle, a-t-elle déclamé, sa voix portant dans tout le restaurant. Un nouvel âge est une nouvelle page qui se tourne. Et pour t'aider à tourner cette page, nous avons un cadeau très spécial pour toi. Un cadeau qui va changer ta vie. Elle a sorti de son sac l'enveloppe rose poudrée. Au même instant, les deux téléphones se sont levés, comme deux armes braquées sur moi. Mais dans sa hâte, Coralie, dont les doigts tremblaient d'excitation, a commis l'erreur fatale. Au lieu du bouton rouge d'enregistrement, son pouce a glissé sur l'icône bleue de Facebook, lançant une diffusion en direct. Sur son écran, je pouvais voir le petit mot « live » et le compteur de spectateurs qui commençait déjà à grimper. Elle ne s'en est pas rendue compte. Geneviève m'a tendu l'enveloppe, son visage fendu d'un sourire triomphant. De la part de nous tous. Pour ton avenir. J'ai pris l'enveloppe. Le silence dans le bistrot était total. On pouvait sentir la tension. J'ai déchiré le papier délicatement. J'ai sorti les documents. J'ai lu les mots en haut de la page, requête en divorce. J'ai levé les yeux. 3 visages me fixaient, avides, attendant l'explosion, les larmes, le drame. Le rideau était levé. Le public était là, bien plus nombreux qu'ils ne l'imaginaient. La scène était prête. Mais ils avaient fait une erreur fondamentale. Ils avaient sous-estimé le personnage principal. Comment réagir quand le monde entier vous regarde tomber? En vous relevant de la plus spectaculaire des manières. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, laissez un commentaire pour nous dire ce que vous auriez fait à la place d'OP. Vous pouvez aussi écrire simplement le chiffre 1 pour montrer que vous suivez encore. Et dites-nous, vous regardez cette histoire depuis quelle région ou quel pays? Je les ai regardés, un par un. Le visage triomphant de Geneviève. Le sourire narquois de Coralie. Le regard faussement compatissant de Bastien. J'ai laissé le silence s'étirer, savourant leur impatience. Puis, j'ai fait quelque chose qu'ils n'avaient absolument pas prévu. J'ai souri. Pas un sourire forcé, pas un rictus de douleur. Un vrai sourire, large et libéré. Leur propre sourire s'est figé. La confusion a remplacé la jubilation sur leur visage. Auriez-vous un stylo, s'il vous plaît, ai-je demandé d'une voix parfaitement calme. Bastien, déstabilisé, a tapoté ses poches.
C'est Geneviève qui, après une hésitation, a sorti un lourd stylo en argent de son sac. Je l'ai pris, j'ai débouchonné le capuchon avec un déclic sonore, et j'ai signé. Mon nom de jeune fille, Adèle Dubois, que j'ai tracé en lettres pleines et affirmées. C'était une déclaration d'indépendance. J'ai soigneusement replié les papiers et les glissés dans l'enveloppe rose. Je l'ai ensuite poussé vers Bastien. Merci, ai-je dit, ma voix résonnant dans le silence religieux du bistrot. C'est, sans l'ombre d'un doute, le cadeau le plus libérateur que j'ai jamais reçu. Leurs visages étaient des masques de stupeur. Les téléphones tremblaient dans leurs mains. Mais le clou du spectacle restait à venir. Et puisque nous en sommes aux annonces qui changent la vie, ai-je poursuivi en me penchant pour prendre mon sac à main, j'en ai une pour vous également. J'ai sorti l'enveloppe blanche du grand céleste. Je l'ai ouverte et j'ai sorti mon contrat de travail. Je l'ai brandi, pas de manière agressive, mais comme une preuve irréfutable. Je vous annonce que j'ai accepté hier le poste de coordinatrice événementielle à l'hôtel Le Grand Céleste de Lyon. J'ai fait une pause, les regardant droit dans les yeux. C'est un poste de cadre. Le salaire est de 50 000 € par an, pour commencer. Naturellement, il y a un logement de fonction. Je déménage dans 2 semaines. Si le silence était palpable avant, il était maintenant assourdissant. On aurait dit que le temps s'était arrêté. Le visage de Geneviève s'est décomposé, passant par toutes les nuances de l'incrédulité et de la rage. Bastien est devenu blanc comme un linge. Et puis, le son est revenu. D'abord, un applaudissement isolé. C'était Monsieur Dubois, debout près du bar. Puis Sophia. Et en quelques secondes, tout le bistrot a éclaté en une ovation. Les clients, les serveurs, tout le monde applaudissait, non pas pour moi, mais contre eux. Ils applaudissaient la justice immanente qui venait de se dérouler sous leurs yeux. Le coup de grâce est venu d'une vieille dame élégante assise seule dans un coin. Je l'avais servie plusieurs fois, c'était Madame Dubois, la femme du patron. Elle s'est levée et s'est approchée, son regard d'une intensité foudroyante fixé sur Geneviève. Geneviève de la Roche, n'est-ce pas, a-t-elle dit d'une voix claire, qui a immédiatement calmé les applaudissements. Je ne vous avais pas reconnu tout de suite. Mais maintenant, la mémoire me revient. 20 ans ont passé, mais la méchanceté sur votre visage est la même. Geneviève a bégayé. Pardon, madame, mais je crois que vous faites erreur. Oh non, je ne fais pas erreur, a rétorqué Madame Dubois. Je me souviens de vous. Je me souviens de ce que votre mari et vous avez fait à mon frère. Votre associé. Vous l'avez poussé à la faillite avec des manigances comptables pour racheter ses parts pour une misère. Vous avez brisé un homme bon. Elle a balayé la table du regard. Il semble que détruire la vie des gens soit une tradition familiale chez vous. Le direct sur le téléphone de Coralie a tout capturé, le visage dévasté de Geneviève, le déshonneur public, l'accusation terrible qui venait de détruire des décennies de faux-semblants et de respectabilité. Le piège s'était refermé, non pas sur moi, mais sur eux. Et le monde entier était témoin. L'accusation de Madame Dubois a eu l'effet d'une bombe atomique dans le petit univers du « chêne doré ». Le silence qui a suivi était chargé de jugement. Geneviève, habituellement si prompte à répliquer, était sans voix, son visage autrefois impérieux maintenant flasque et défait. Coralie a finalement réalisé sa bévue et a regardé son téléphone avec horreur, coupant le direct bien trop tard. Le mal était fait. Des dizaines, peut-être des centaines de personnes de leur cercle social avaient assisté en direct à leur humiliation. Bastien a été le premier à réagir, mu par un instinct de survie pathétique. « Adèle, s'il te plaît, écoute, ce n'est pas ce que tu crois. » Je me suis levée. Pour la première fois depuis des mois, je me sentais grande, droite. Je le dominais de toute ma hauteur. Ce n'est pas ce que je crois, Bastien ? J'ai signé les papiers du divorce que vous m'avez offert. J'ai un nouveau travail. Une nouvelle vie. Et vous, vous avez une réputation en ruine et, je crois, quelques soucis légaux à venir. Je me suis penchée vers lui, mon ton devenant un murmure glacial. La procuration. L'escroquerie. L'humiliation publique. Mon avocate va adorer cette vidéo. Elle s'appelle Maître Ferrand. C'est la meilleure de Bordeaux. Madame Dubois me l'a chaudement recommandée.
Le nom de Maître Ferrand, connu pour être un requin impitoyable du barreau, a achevé de le terroriser. Il a compris. Il n'y avait pas d'issue. Je me suis tournée vers mes amis. J'ai serré monsieur et madame Dubois dans mes bras, leur murmurant un « merci » qui venait du plus profond de mon âme. J'ai embrassé Sophia, qui pleurait de joie pour moi. Puis, sans un dernier regard pour les 3 statues de celles assises à la table, j'ai traversé le restaurant. Les clients m'ont souri, certains m'ont fait un signe de la tête respectueux. En poussant la porte, j'ai entendu monsieur Dubois leur lancer, d'une voix forte et pleine de mépris, « L'addition est pour moi. Maintenant, dehors. » La semaine qui a suivi fut un chaos orchestré depuis mon nouveau centre de commandement, le petit appartement de Sophia, où j'avais trouvé refuge. Mon avocate a été, comme prévu, redoutable. La vidéo et la procuration frauduleuse constituaient un dossier en béton. Face à la menace de poursuites pénales pour tentative d'escroquerie et harcèlement moral, Bastien et sa mère ont capitulé. La procédure de divorce a été bouclée en un temps record. Pour acheter mon silence et éviter un scandale encore plus grand, ils ont dû accepter toutes mes conditions. J'ai non seulement récupéré l'intégralité de ma part de la vente de l'appartement, mais j'ai également obtenu une compensation financière substantielle pour le préjudice subi. L'argent qu'ils voulaient me voler est devenu le capital de ma nouvelle vie. La rumeur, alimentée par la vidéo, s'est répandue comme une traînée de poudre. Geneviève, autrefois reine de son cercle social, est devenue une paria. L'entreprise de Bastien, déjà fragile, n'a pas survécu au scandale et a déposé le bilan quelques mois plus tard. Leur chute a été aussi rapide et brutale que leur plan avait été cruel. 15 jours après mon anniversaire, un camion de déménagement est venu chercher le peu d'affaires que je souhaitais garder. En montant dans ma voiture pour quitter Bordeaux, je n'ai ressenti ni haine, ni joie mauvaise. Juste un immense sentiment de paix. J'ai regardé la ville s'éloigner dans mon rétroviseur. Ce n'était pas une fuite. C'était un envol. Je partais vers Lyon, vers mon avenir. Mais je savais que les blessures les plus profondes ne se voient pas commencer une nouvelle vie est une chose. Se reconstruire en est une autre. Le plus grand défi ne faisait que commencer. Lyon m'a accueilli avec la promesse d'un anonymat bienveillant. Le grand céleste est devenu mon univers. Le travail était exigeant, intense, mais incroyablement gratifiant. Pour la première fois de ma vie professionnelle, mes opinions comptaient. Mes initiatives étaient encouragées. Madame Lambert m'a prise sous son aile, me confiant des projets de plus en plus importants. J'ai organisé des mariages somptueux, des conférences internationales, des galas de charité. Chaque événement réussi était une brique de plus dans la reconstruction de mon estime de moi. En moins d'1 an, j'ai été promue responsable des événements, avec une équipe sous ma direction. Mon studio de fonction, perché au-dessus de la ville, était mon sanctuaire. J'ai appris à apprécier ma propre compagnie, à savourer le silence, à ne plus avoir peur d'être seule. J'ai renoué avec des passions que j'avais délaissées, la lecture, la peinture, les longues randonnées dans les monts d'or. Lentement, pièce par pièce, je me reconstruisais. Mais la guérison n'est pas un long fleuve tranquille. C'est un chemin sinueux, avec des rechutes et des moments de doute. Il y a eu des jours où une simple remarque, un couple se tenant la main, pouvait rouvrir la plaie. Une nuit, après une journée particulièrement réussie au travail, je suis rentrée chez moi, au lieu de la fierté, j'ai ressenti un vide immense. Les larmes ont coulé, sans que je puisse les arrêter. Je n'étais pas triste à cause de Bastien. J'étais triste pour la femme que j'avais été, cette femme si pleine d'amour et de confiance qui avait été trahie de la manière la plus abjecte. J'ai compris que je devais faire le deuil de cette innocence perdue. C'est ce qui m'a poussée à chercher de l'aide. Non pas parce que j'étais faible, mais parce que j'étais assez forte pour admettre que je ne pouvais pas tout faire toute seule. J'ai rejoint un groupe de parole pour femmes ayant vécu des relations toxiques. La première fois que j'ai raconté mon histoire, ma voix tremblait. Mais en voyant dans les yeux des autres femmes non pas de la pitié, mais de la reconnaissance, une compréhension profonde, j'ai senti un poids énorme se détacher de mes épaules. Nous partagions les mêmes cicatrices. Partager mon expérience est devenu une thérapie. Aider les nouvelles arrivantes, leur montrer qu'il y avait une lumière au bout du tunnel, a donné un nouveau sens à mon épreuve. Ma douleur, transformée, est devenue un outil pour aider les autres.
J'ai compris que la véritable force ne consiste pas à ne jamais tomber, mais à se relever à chaque fois, et à aider les autres à se relever aussi. Aujourd'hui, je suis heureuse. C'est un bonheur différent de celui, naïf, de mes débuts avec Bastien. C'est un bonheur plus calme, plus profond, construit sur la connaissance de soi et la résilience. Je n'ai plus de nouvelles de Bastien ou de sa mère, et cela m'est égal. Leur souvenir est comme une vieille photo jaunie d'une vie qui ne m'appartient plus. Mon histoire n'est pas une histoire de vengeance. C'est une histoire de renaissance. Parfois, la vie nous pousse au bord du précipice, non pas pour nous faire tomber, mais pour nous forcer à découvrir que nous avons des ailes. Le cadeau le plus cruel de ma belle-mère a été, en fin de compte, le plus précieux. Elle a voulu m'enfermer, mais elle m'a donné les clés de ma liberté. Cette histoire vous a-t-elle touché? Avez-vous déjà dû vous battre pour vous reconstruire après une trahison? Parfois, les épreuves les plus sombres nous mènent vers la lumière la plus éclatante. Partagez votre propre histoire de résilience dans les commentaires ci-dessous. Votre expérience peut en inspirer d'autres. Si vous avez aimé ce récit, n'oubliez pas de laisser un « j'aime », cela aide vraiment la chaîne. Et surtout, abonnez-vous et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires. Rappelez-vous toujours, vous êtes plus fort ou plus forte que vous ne le pensez. Merci de m'avoir écouté.